bien en tout cas. En attendant, parlons donc de nos galères. Sinon, celles des populations de Malanville précisément et de l'autre côté aussi de la frontière au niveau donc du Niger. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Lui qui a justement fait le déplacement là-bas sur place. Vous avez vécu la galère des populations là-bas. Comment est-ce qu'elles vivent? Comment est-ce qu'elles se sentent moralement? Tanguy, on dirait que vous avez tout compris, vous avez bien dit que le moral est assez bas. Le moral est assez bas sur toute la ligne, que ce soit au niveau des camionneurs, qu'au niveau des populations elles-mêmes, les résidents de Malanville. Pourquoi est-ce que les populations sont on a fait le tour de la ville de Malanville, surtout le centre-ville de Malanville, et on s'est rendu compte que toutes les activités sont au ralenti. Il y a même des activités qui sont en train de disparaître. Je prends par exemple le cas d'un électricien auto qui a l'habitude de travailler sur les camions et autres, et qui va aussi à Gaïa, qui travaille. Aujourd'hui, le monsieur nous a confié qu'il est obligé de chercher un job de gardien quelque part, et bon, pour gérer sa pitance quotidienne. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui sont en train de subir des reconversions, des reconversions juste pour la circonstance, parce que ce n'est pas toujours évident qu'ils trouvent effectivement ces petits jobs-là pour pouvoir gérer. Dans le camp des camionneurs, quand vous voyez un peu les conditions dans lesquelles, d'abord, je parle de l'insalubrité sur les parcs, là où ils sont parqués, là où les véhicules sont garés, vous vous rendez compte que c'est là qu'ils font pratiquement toutes leurs aisances, et les conditions sanitaires n'y sont pas du tout. Et il y en a même qui sont garés au bord des routes, et vous voyez, c'est là justement qu'ils sont obligés de préparer la nourriture, et très souvent, quelqu'un nous a confié qu'ils sont obligés de n'avoir qu'un seul repas par jour. Donc, ils calculent entre midi et 16 heures pour avoir le premier repas. Et là, ils savent qu'ils sont sûrs d'avoir un repas par jour. Et parfois même, ils n'ont même pas le seul repas quotidien. Donc, sincèrement, le moral est assez bas là. De l'autre côté, comme vous voyez, les tenanciers de bar, les tenanciers de restaurants, ceux qui ont des boutiques et autres, tout ça, ils vous disent clairement que rien ne marche. Ils n'arrivent même plus à vendre. C'est quand même curieux, hein? Quand il y a plus de monde, il y a plus d'affaires, non? En principe. Et je me surprends aussi que des tenanciers de bars, que des tenanciers de kiosques, enfin, où ça se vend quelques petits plats à sauvette, que ceux-là aussi s'en plaignent, William. Qui sont leurs visiteurs ou leurs clients, leurs voisins circonstanciels? Des personnes en chômage technique, des personnes en chômage technique, des personnes dont l'activité professionnelle est à mal, les personnes ne sachant quand est-ce qu'ils rentreront, parce que ils ne pourront pas rentrer à la maison parce que vous savez, il y a que vous ne laissez pas le camion du propriétaire pour retourner voir votre femme et votre enfant. Et si vous le faites en vous entêtant... les apprentis qui sont là. Ok, d'accord. Quand les apprentis sont là, quand vous revenez à la maison, vous faites quoi? Un prochain vous donne son camion pour aller où? Pour faire quoi? Qu'avez-vous appris d'autre? Quand c'est comme ça, c'est difficile. Moi, je m'étonne que, un peu comme dans le cas de la crise ukrainienne ou dans le cas de la Covid-19, je m'étonne que jusque-là, des chiffres ne sortent pas. Aujourd'hui, c'est 3 mois jour pour jour que les nouvelles autorités conduites par Tchiani sont à la tête du Niger, qu'on nous sorte les données macroéconomiques, les agrégats qui permettent de nous dire peut-être encore une fois que notre économie est assez résiliente. Vous n'avez pas face à une crise comme celle-là. Vous n'avez pas entendu les acteurs du port autonome de Cotonou faire journée port ouvert et dire que cela va au mieux et que les acteurs qui prenaient justement le trafic Cotonou-Gaïa ont dû se trouver d'autres solutions qui n'ont pas autrement affecté, je dois dire, le renflouement des caisses. Je crois que ça a été rendu public. Ça, c'est la communication officielle. Qu'on nous donne les moyens, comme le dit le Code de l'information et de la communication, pour que nos quelques années spécialistes des questions économiques aillent investiguer et on fera peut-être la contrebalance. Vous savez, ce qui est dangereux dans un contexte comme les nôtres, c'est que les crises, leur résilience, leur choc exogène ou externe, ou la façon dont nous les gérons, ne nous sont communiqués que par ceux qui gèrent. Et quelqu'un a dit récemment, en démissionnant d'un média, que c'est compliqué que l'histoire de la chasse soit tout le temps racontée par le chasseur. Moi, je pense démissionner, il attend la fin du mois. Moi, je pense qu'il faut définitivement, cette question, il faut répondre par l'affirmatif.
il faut définitivement ouvrir ces frontières parce que je ne sais à qui On cela va profite. en parler tout à l'heure. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir? Aussi, les conditions sont déjà réunies pour parler donc d'ouverture des frontières. Je continue de croire que ça peut être aussi une opportunité. Vous êtes allé constater le riche, de l'insalubrité, l'exiguïté des parcs où les camions sont garés, etc. Est-ce que ça ne nous montre pas l'investissement qu'il faut, Franck, qu'il faut faire au niveau de Malanville pour rendre quand même cette ville assez attrayante et surtout la rendre plus carrefour qu'elle ne l'est déjà, pour qu'éventuellement, quand cette situation arrive, que ce soit moins difficile pour ceux qui la fréquentent. Oui, il faut faire des prospections, il faut essayer de faire des réalisations et surtout sur le long terme. Parce qu'à tout moment, ces genres de situations peuvent subvenir. Mais je sais qu'à Malanville, il y a un grand parc qui accueille d'habitude des camions. Mais lorsque ces situations... Où les dispositions hygiéniques, sanitaires et tout sont prises. Bon, normalement, si les camions traversaient Malanville et allaient, le peu qui doit stationner 2-3 jours avant de continuer, le problème ne devrait pas se poser. Mais lorsque nous sommes face à des situations où des milliers, des centaines de camions doivent stationner pendant des jours, là ça devient compliqué. Je suis d'accord avec vous, nous devons anticiper sur ces genres de situations et savoir que à tout moment ça peut survenir. Et si ça survient, à Malanville on doit avoir quelque part des espaces où on peut ériger un parc avec les commodités qui s'y collent pour accueillir ces genres de camions en cas de situations imprévues de ce genre-là. Je pense qu'aujourd'hui, les autorités de la commune de Malanville également doivent tirer les leçons nécessaires et comprendre que il ne faut pas dormir sur les lauriers, il faut faire des investissements de sorte à amortir des chocs que peuvent créer ces genres de crises. Je vois que les camions sont immobilisés. Là, maintenant, on ne pense pas à une solution définitive pour la voie qui peut céder à tout moment. On attendra certainement quand les camions vont reprendre à circuler et quand ça va céder, maintenant on va courir avec 2 pelles et 3 paquets de ciment pour trouver faire des colmatages et trouver qu'on a encore réalisé une voie. Oui, absolument. Vous savez, avec la particularité de cette crise et son caractère imprévisible, les autorités ne pouvaient pas s'imaginer que Malanville ou Candy allaient vivre une situation du genre. C'est une présence inhabituelle. D'habitude, des camions s'arrêtent quelques heures, le temps de prendre un déjeuner, quelques jours, et puis après, ça circule. Aujourd'hui, tout est bloqué. Et donc, quoi qu'en soit l'intelligence qu'on peut mettre en œuvre pour anticiper, je pense qu'on sera toujours dépassé. Et puis, quand vous avez ces personnes qui n'ont plus rien en termes d'argent, ça n'arrange pas l'économie locale. Le contraire aurait été si c'était des personnes qui avaient encore de la liquidité. La bonne dame du quartier pouvait se réjouir de cette présence. Le boutiquier également et bien d'autres personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, ces personnes sont obligées de rentrer dans la maison, de demander la gentillesse, n'est-ce pas, de nos concitoyens pour voir dans quelle mesure elles peuvent survivre. Donc la situation elle est critique. Alors je pense que ce qui nous a conduit là, nous savons qu'il y a une junte qui a décidé de prendre le pouvoir, une organisation qui s'est opposée, n'est-ce pas, à cette forme de prise de pouvoir. Et donc, cela doit pouvoir se passer entre la junte qui est au pouvoir et aussi la CEDEAO. Soit, un peu comme le disait Nicolas Sarkozy, si 2 choses vous opposent, soit vous vous neutralisez, soit vous décidez d'aller à la table des négociations. Je pense qu'à la date d'aujourd'hui, c'est les échanges, la diplomatie. Et on doit pouvoir avoir une volonté à la fois de la CEDEAO de pouvoir trouver une solution, mais aussi de la junte au pouvoir, n'est-ce pas, sur la base des propositions de la CEDEAO pour qu'on puisse se mettre d'accord sur l'essentiel et on évolue. Est-ce qu'aujourd'hui l'état d'esprit, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de la junte militaire, c'est vraiment de trouver une solution. Moi, j'ai le sentiment que des 2 côtés, on est campé sur l'opposition. La junte, on dira qu'elle compte bien dérouler son agenda en fonction des exigences
qui se présentent à eux. La CEDEAO, en tant qu'organisation qui a musclé un peu son discours, va continuer également, n'est-ce pas, pas être dans cette position, et on va toujours assister à cette situation. On va engager... Tant que vous permettez, oui. Je pense que des deux côtés, on doit être un peu fatigué de la situation. Oui, justement, vous me permettez qu'on engage le deuxième axe de nos discussions, l'exhortation à l'ouverture. Je dois dire, de frontières, il n'y a que le Bénin libéré, c'est pas si ils ont regardé dans la marmite du druide pour l'annoncer que Talon ouvre les frontières aujourd'hui. En tout cas, c'est notre souhait. Mais est-ce que véritablement les conditions sont... Comment? Bon, allez. Vous voulez parler du douanier Takou, c'est ça? Non. Non, moi, je trouve que c'est intelligent de mettre un titre comme ça. Oui. Un 26, William a eu la bonne intelligence de nous rappeler que c'est aujourd'hui la date anniversaire. Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois jour pour jour. Moi, je n'y avais même pas fait très attention. Et je pense que c'est très astucieux de Mais faire est-ce ça. que les éléments sont réunis véritablement? On a l'impression que les deux parties sont toujours à couteau tiré. La dernière rencontre entre les deux parties, notamment les autorités au niveau donc du Niger et celle de la CEDEAO, ne sont pas bien terminées. On est toujours sur pied de guerre. Les conditions, en tout cas sur place au Niger, ne permettent pas toujours de continuer à croire à cela. Est-ce que véritablement on peut faire l'option, Franck, d'ouvrir la frontière aujourd'hui? On peut faire l'option, pourquoi pas? On peut faire l'option. Lorsque nous mettons sur la table, c'est vrai, la volonté d'éviter désormais les coups d'État et les conséquences que génère cette crise-là, on peut de commun accord sauter le verrou de la fermeture des frontières parce que ça crée des problèmes aussi bien à l'économie nigérienne, à la sécurité et tout. Et au Bénin également, nous en On souffrons. ne parle pas de ce qui se passe entre le Niger et le Nigeria aussi. Oui, et le Nigeria. Mais de l'autre côté, j'apprends que ce n'est pas aussi strict, prononcé que comme à ça passe carrément. Ça passe. Oui, tranquillement. C'est finalement nous, Béninois, qui payons les frais de cette mesure de la CEDEAO. Et moi, je pense qu'il est temps, franchement, de lever. Sinon, vous voyez des gens qui arrivent à peine à manger, qui doivent quémander, qui doivent attendre que le social fasse parler de lui d'abord, que quelqu'un amène un sac de riz. Ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien. Je pense qu'il faut... J'ai l'impression que les jeunes misent sur le temps pour avoir la peau de la CEDEAO. Ça s'est passé exactement comme ça à Bamako. Ça s'est passé à peu près comme ça aussi à Ouagadougou. Niamey aussi en train de suivre le même chemin. Absolument. Du coup, la CEDEAO, si elle ouvre les frontières aujourd'hui, va révéler toute son sa faiblesse. organisation, son image, ce que la CEDEAO ne voudrait pas. Et c'est justement ce qui me fait dire que moi je ne pense pas. Entre ce que la CEDEAO demande et ce que la junte exige, eh bien nous sommes encore dans l'impasse. Et comme vous l'avez dit, la junte joue sur le temps. Bon, écoutez, nous allons subir, nous avons fait le choix comment on dit, d'être résilients face à vos sanctions économiques, face à la fermeture de vos frontières. On verra jusqu'où ça va nous amener. Maintenant, pendant ce temps, qu'on soit du côté Niger ou du côté Bénin ou du Nigeria, il y a une crise qui se joue, alimentaire. Les produits sont chers de l'autre côté également. Donc, je pense que... Mais ce n'est pas ce qu'on regarde. Et puis, qu'est-ce qu'on va véritablement tirer de ce bras de fer? Je pense que soit on propose un agenda et on demande à la junte, en fonction de ce qu'ils veulent, de pouvoir... On verra bien les solutions possibles. Mais est-ce qu'à l'instant où nous parlons, William, c'est possible vraiment qu'on ouvre les frontières là? Ça s'impose. C'est pas une question de possibilité, ça s'impose. Parce que si les gouvernants, eux, ne sont pas fatigués, les populations, elles le sentent. Si aujourd'hui, les gouvernants ne veulent pas voir, ne veulent pas se regarder dans le miroir, comme j'aime bien le dire, la réalité, elle creve l'œil, elle saute à l'œil, la réalité. Vous savez, je ne sais pas ce qu'on y gagne. La CEDEAO a promis de ramener Bazoum. Une tentative d'exfiltration de Bazoum a encore échoué récemment. La CEDEAO a voulu rétablir coûte que coûte l'ordre constitutionnel. Ça fait 3 mois que cette tentative s'est arrêtée. La CEDEAO a brandi en dernier ressort d'y aller militairement. Des gens vous diront qu'ils ont même essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Si aujourd'hui... J'ai même suivi rapidement, j'ai même suivi sur une chaîne internationale cette nuit, qui a même que l'option militaire est vraiment pas, en tout cas, une option
encore sur la table chez Tinubu, qu'il pense qu'il faut... Justement, France Média Monde a dit ce matin que les unités ne sont plus en état d'alerte. Je ne sais pas comment ça se dit dans le jargon militaire. Ils ont démobilisé. Ils ont même fait un reportage à Dakar à propos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si la CEDEAO ne veut pas reconnaître que ces différentes exigences n'ont pas pu marcher, il faut qu'elle reconnaisse au moins qu'elle a promis y aller dans l'agenda diplomatique dans lequel elle n'a pas prospéré jusque-là. Et moi, je pense que c'est ce diagnostic qu'il faut faire et dire qu'on a trop fait de se jeter sur une situation de crise. Et comme le veut la crise en elle-même, imprévue soit-elle, elle a eu raison de leur hardiesse et de cette témérité à aller avec des mesures d'austérité. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. Et moi, je finirai quand je dirais que la junte, après 3 mois, après avoir fermé également les frontières 3 mois, doit commencer par ouvrir les frontières à son niveau pour que les populations nigériennes sachent que, bon, maintenant que d'une manière ou d'une autre, vous avez damé le pillon, ne serait-ce que sur une première bataille à la CEDEAO, vous pensez à nous, parce que 12 millions de Nigériens sont en train de croupir sous la faim. Élaïque ? Oui. Moi, je pense que c'est aujourd'hui la frontière. Je pense que c'est bien possible. William a bien précisé que cela s'impose. Effectivement, cela s'impose. Il faut, entre les tests et l'esprit, entre la loi et l'esprit de la loi, il faut penser au bien-être, au mieux-être des populations. Et c'est vrai que la CEDEAO a tout fait de sortir les muscles en montrant qu'elle doit faire imposer ses règles, ses tests. Je suis tout à fait d'accord. Mais dans le même temps, il faut penser au bonheur des populations, au mieux-être des populations. Aujourd'hui, la situation, elle est telle. On sait qu'il y a une morosité économique ambiante, on sait qu'il y a des crises de famine, on sait qu'il y a des crises de sécurité qui sont là actuellement. Au-delà de tout cela, on se pose la question de savoir, et si la CEDEAO, qui a été la toute première à fermer les frontières, à exiger qu'on ferme les frontières, si cette CEDEAO commençait par demander un allègement au niveau des frontières, est-ce que la junte aussi ne reverrait pas d'une certaine manière sa position? Et je pense que William a proposé que le Niger commence déjà par ouvrir ses frontières. Que ce soit le Niger ou la CEDEAO, je pense qu'il est temps qu'on retourne à la table des négociations, mais pendant qu'on va à la table des négociations, qu'on commence déjà par faire preuve de générosité, de magnanimité des deux côtés, que les populations sortent. Je pense que si les populations sortent cette démarche, les populations vont intervenir, vont mettre une certaine pression aux deux parties pour que ces deux parties aillent s'entendre. Parce qu'au-delà de tout, on dit souvent, quand 2 éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et c'est exactement ce qui va se passer et qui va continuer. Au cœur de ces crises, on utilise la population. Exactement. Vous avez la junte qui l'utilise pour montrer qu'elle est soutenue par la population, mais pendant que cette population a faim, qui, en temps normal, doit vraiment penser à la vie des Nigériens? Ce sont les Nigériens eux-mêmes. Oui. Et donc, moi, je pense que dans la recherche de toute solution, la junte doit pouvoir créer une porte de sortie, ne serait-ce que par souci du bien-être de sa population. Et peut-être si nous voyons cette volonté s'exprimer et que de l'autre côté, nous remarquons également que la CEDEAO ne bouge pas son doigt, là, on peut condamner. Parce que nous sommes ici. Le Niger doit ouvrir d'abord alors que ce n'est pas eux qui a premièrement fermé. Bien sûr, c'est après le putsch que la déclaration télévisée disait que toutes les frontières terrestres aériennes sont fermées. Donc je pense que ça doit d'abord partir aussi d'une volonté de la junte de pouvoir trouver une solution pour le bénéfice de la population. Il ne s'agit pas pour eux d'un aveu de chef de leur politique. Oui, justement, est-ce que la CEDEAO ne monte pas par là qu'elle aura échoué si elle décide d'ouvrir les frontières ou d'accepter d'ouvrir les frontières? Absolument. Sans que quelque chose soit changé à la situation qu'on connaît. Il vaut mieux perdre un combat que de perdre la guerre. La CEDEAO peut gagner cette guerre-là entre griffes, je ne dis pas qu'il y a guerre, en changeant de paradigme. Comment ça? Aujourd'hui, on est d'accord que l'ordre constitutionnel tout de suite ne peut pas être rétabli. On ne peut pas laisser Bazoum. C'est toutes les exigences. Non, fermez les yeux de ce côté. Maintenant, exiger peut-être un agenda rigoureux de transition. Dites-nous, monsieur... Ils ont demandé, ils en ont eu sur la table qui ne leur a pas plu. Monsieur Tiani et compagnie, dites-nous combien de temps vous voulez faire votre transition et la CEDEAO arrive à obtenir cela, ouvre les frontières et puis les activités
sont relancés. Moi, je ne sais pas pourquoi on court derrière Bazoum qui est toujours gardé au frais peut-être quelque part avec sa famille bien là. Non, ils sont plus ensemble, il paraît. Oui, la jeune les a divisés. Vous savez, sur cette question, il faut être très clair. La sœur Diao a échoué. Pas que maintenant, depuis toujours. Quelle a été l'exigence de la sœur Diao sur la crise malienne? Mais Goïta, après révision de la Constitution aujourd'hui, a estimé que les élections ne peuvent plus s'organiser de sitôt en 2024. La CEDEAO n'a rien pu. La CEDEAO que nous avons, cette instance d'intégration sous-régionale que nous avons, n'a de muscles que de façade, et surtout en matière politique. Parce que déjà l'objectif premier de cette instance qui est l'intégration économique n'a jamais pu être effectif. Quand il s'agit de l'éco, quand il s'agit d'une monnaie unique, ils sont divisés parce qu'ils estiment qu'ils sont 400 millions d'habitants. Le Nigeria qui fait la moitié déjà de ce nombre d'habitants pense qu'il est l'État le plus puissant de l'espace et doit s'imposer. Sur les questions substantielles et d'existence même de l'organisation, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ce qui fait que quand ils viennent sur des thématiques qui ne relèvent que de l'ordre de glissement de compétences, très vite, c'est harakiri. Et moi, je pense que c'est cette méthode que Tchiani et la junte militaire nigérienne a découverte, c'est cette méthode qu'ils ont découverte, et ils ont voulu y aller de cette façon pour, d'une manière ou d'une autre, mettre les gens d'accord. Aujourd'hui, nous nous entendons tous sur le fait que assez c'est assez, les populations en pâtissent, et je vous dirai également sur cet aspect de l'analyse, je vous dirai également que c'est une façon pour que désormais les crises politiques se gèrent autrement et que les organisations d'intégration sous-régionale ne soient pas des instruments à la solde ou comme des caisses de résonance de puissance occidentale. Parce que toutes les fois que ce sera comme ça ne marchera pas. Loïc, oui, est-ce que la CEDEAO ne va pas se décrédibiliser définitivement et s'enterrer même si à la situation telle qu'on la connaît, rien ne change et qu'elle opte pour l'ouverture des frontières? Je ne dirais pas que la CEDEAO va se sentir décrédibilisée. Non. Bien au contraire, la CEDEAO a tout à y gagner en jouant beaucoup plus la guerre du social aujourd'hui. Parce que déjà, la CEDEAO a montré les muscles très tôt. Ça n'a pas marché. William l'a dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de tentatives, des mesures qui ont été prises, des dispositions qui ont été prises. Mais ces dispositions n'ont pas donné un résultat assez convaincant. C'est vrai que ça amène quand même les deux parties vers la table des négociations, parce que jusque-là, on n'est pas encore à la table des négociations. On tend vers la table des négociations. Mais de l'autre côté, moi je pense que la CEDEAO gagnerait à jouer sur la carte du social pour amener les populations à mettre pression au gouvernement nigérien, parce que quand on parle du gouvernement nigérien, ce n'est pas que les Nigériens. Il y a beaucoup de Béninois, il y a beaucoup de Togolais, il y a beaucoup de nationalités qui sont là, qui subissent aussi le poids de la fermeture de ces frontières-là. Je pense que la CEDEAO gagnerait beaucoup à jouer la carte du social, et justement en jouant cette carte, une carte qu'elle n'a pas d'habitude de jouer, parce qu'elle joue souvent la carte de la diplomatie, la carte de la sécurité, la carte de la force. Je pense que ça va beaucoup plus donner de poids à supposer qu'on a ouvert les frontières. On fait quoi? Bon, la crise est terminée, non? On propose un agenda et puis c'est fini, c'est ça, Eric? Bon, la vie sera peut-être moins dure, et on passe à autre chose, pas, que ce que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être que le trafic va reprendre et permettre à ces camionneurs, à ces apprentis qui traînent dans les rues de Malanville, de Candie, de pouvoir retrouver leur famille et d'être loin de ces camions. Sur ce procès qu'on fait souvent de cette organisation, si on peut conclure que la CEDEAO a échoué, c'est aussi l'échec de chaque pays membre de cette organisation. Absolument. La CEDEAO n'existe pas sans ses pays membres. Est-ce que nous voulons vraiment d'une organisation régionale qui doit pouvoir s'occuper des questions de paix et de sécurité? J'ai le sentiment qu'à la fois, nous voulons d'une chose et son contraire. Que nous soyons dans une organisation et que chaque matin, des gens peuvent se mobiliser, arracher le pouvoir, on tire dans le ciel, on ferme les frontières, on récupère la télévision, la radio, et que nous allons vivre ça tout le temps, pendant qu'ailleurs, des gens ont développé des coopérations, ils évoluent, on ne traite plus des questions de coup d'État, mais nous sommes dedans. Je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO a estimé que le coup d'État du Niger, c'est le coup d'État de trop, et qu'il fallait un peu muscler la voie. Sinon, plusieurs fois ici, nous avions condamné ce comportement. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est un communiqué. La CEDEAO suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe dans quel pays et appelle les deux parties. Ils ont même des intérêts à suivre. Et ce communiqué, nous l'avons tellement lu que c'est même resté dans notre conscience. Je pense que la CEDEAO a estimé d'aller un peu plus loin. Tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il développe? Au Moyen-Orient aujourd'hui, tout le monde, après tout ce qui est... On sait qu'on soutient le monde juif contre le monde arabe, mais on parle d'aide humanitaire, on va négocier avec l'Égypte.
que la CEDEAO, avec l'ardiesse dont ils ont parlé de Bazoum, se préoccupe de l'aide alimentaire, de l'aide humanitaire pour les Nigériens comme ça, et on va s'accorder. Moi, j'ai comme l'impression que sur l'essentiel... Mais on va parler de couloir humanitaire. Qu'est-ce que cette question est devenue? Ça a été bloqué. Un voisin a dit qu'il était disposé pour transporter, même s'il n'a pas de frontière avec le Niger. Quand je ferme cette parenthèse pour en venir à votre question, sur aujourd'hui le devenir... On suppose que oui, les frontières sont ouvertes, c'est un échec évident pour la CEDEAO. Mais alors on passe à autre chose, donc permettre à d'autres États ou d'autres armées de continuer à déposer ainsi leur président aussi facilement. Pas comme ça. On laisse le Niger faire sa mue, retrouver sa santé, proposer un agenda rigoureux dans lequel l'ordre constitutionnel revient. Mais on travaille surtout à faire des États forts dans la sous-région, au lieu de faire des gouvernants forts pour lesquels on pleure toutes les larmes du corps quand ils se voient déposer très facilement par des gens qui n'en ont pas la légitimité. Et c'est surtout ça. Et qu'on travaille à asseoir davantage la légitimité des gouvernants. Parce que si une très bonne partie de la population peut être très contente qu'on dépose un gouvernant, c'est que là, il y a un problème de l'essence même de la démocratie. Oui, mais même au lendemain de votre élection, même si c'est à 100%, il y a toujours quelqu'un qui n'est plus content de votre façon de sourire. J'ai dit une bonne façon de sourire. Pour ne pas dire le peuple en majorité. Oui. Franck, on va finir. Le plus dangereux dans ce que nous disons, c'est les raisons fantaisistes qu'on évoque. Et c'est ce qui fait un peu mal côté Niger, où... en fait, nous savons que ça n'a rien à voir avec les questions de démocratie, la façon dont Bazoum a été élu et comment il gère son pays. C'est du pétrole, c'est de l'uranium qu'il est question. Et donc, et ça, c'est la gestion de Bazoum. Bazoum est le patron. On va clôturer ces discussions. Avant même de partager l'ouverture de la frontière, ce qui va se passer après, moi, je pense que nous sommes en temps de crise. C'est une crise qui est en train de durer. Et au lieu de laisser cette fonction aux organisations sociales, aux syndicats de transporteurs, aller apporter de l'aide à ces personnes-là qui sont bloquées à la frontière, moi, je pense que l'État doit commencer par déployer les moyens pour les soutenir. Quel ministre vous avez vu à Malanville depuis le 26 janvier? Parce que si vous faites une enquête après le taux de prévalence... Non, ils sont sur la ligne de la CEDEAO. Le taux de prévalence du VIH, les problèmes d'infection, l'insécurité, le viol, tout cela, vous allez voir que ça va monter d'un cran. Tout simplement parce que le nombre de personnes qui séjournent là aujourd'hui n'était pas prévu, la moralité de ces personnes-là, les fréquentations, il y a beaucoup d'acquaintances là. Donc moi je pense que les vifs doivent aller là-bas, des médecins doivent aller là-bas pour on doit quadriller la zone. Voilà, on doit pouvoir circonscrire les conséquences. Sinon, d'ici à quelques mois, vous allez voir, même quand on va ouvrir la frontière, on aurait résolu un problème. Le problème serait... Nous allons parler de séquelles. Parce que l'image que Ulrich a ramené, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il faut agir. Il y a une idée perverse qui m'a traversé l'esprit, c'est de mesurer d'ici le moment où les frontières seront ouvertes, combien de grossesses on aura enregistrées. C'est même pas pervers. On aura le temps de constater données sur combien de Béninois sont morts, combien de Béninois sont tombés malades, combien de Béninois sont devenus davantage paupérisés, parce que ça, on n'en parle jamais. Et dans toutes les crises, nous sommes toujours résilients. Et pendant ce temps, ceux qui forcent la traversée par voie fluviale, il y en a aussi qui meurent par noyade. Absolument. Il y a aussi quelques cas qui se signalent de toute façon. Là, les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Très bon moment de week-end aussi. On va se voir lundi, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, ah oui, merci beaucoup, pasteur. Vous nous aviez manqué lundi, je le disais. On a parlé du vaudou en votre absence, William. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Ah oui, c'est échappé. Allez, on va souffler le temps de finir avec les deux rubriques qui arrivent. Notre page invitée, puis la revue de presse.